Tu connais cette sensation viscérale, au fond des tripes, comme si quelque chose clochait vraiment? Pas le genre où tu oublies d'éteindre le gaz ou de fermer le portail du garage. Non, je parle de celle qui te fait battre le cœur à 100 à l'heure avant même que ton cerveau comprenne pourquoi. C'était moi, assis dans mon fauteuil à 23h47 un jeudi soir, à attendre que ma femme, Julie, rentre de son congrès marketing à Lyon. Je n'étais pas du genre jaloux. Jamais. J'étais plutôt le mec qui croyait à la confiance, qui laissait de l'espace. Julie et moi étions mariés depuis 9 ans, ensemble depuis 11. Nous avions notre petite maison à Villejuif, une banlieue tranquille juste au sud de Paris, avec un jardin assez grand pour les barbecues d'été sans que la tonte devienne un boulot à plein temps. Nous avions nos habitudes, nos blagues entre nous, nos playlists partagées sur Deezer. Si on m'avait demandé il y a une semaine comment ça allait entre nous, j'aurais répondu « solide ». Normal. Bien. Mais ça, c'était avant ce déplacement. Elle était partie 3 jours, à Lyon intramuros, logée dans un hôtel chic le Sofitel Lyon-Bellecour pour une série de « réunions importantes ». C'était un gros coup pour elle, à l'en croire. Un client majeur, un pitch de campagne énorme, des histoires de stratégie de marque et de taux d'engagement ou des mots qui ne voulaient pas dire grand-chose pour un gars comme moi, mais je hochais la tête quand même. Je bosse dans la logistique, je gère les opérations de flotte pour une société de transport basée à Rungis. Mon monde, c'est les itinéraires de camions, les coûts de carburant, et faire en sorte que les livraisons n'arrivent pas en retard entre ici et on ne sait où. Le marketing, c'était le domaine de Julie. D'habitude, j'étais fier d'elle. J'aimais qu'elle ait une carrière qui la passionne. Mais ce voyage-là, il était différent. Ce n'était pas seulement le voyage lui-même, c'était sa façon d'être pendant qu'elle était là-bas. Ses SMS étaient trop joyeux. Trop pétillants. Julie n'était pas le genre de femme à en faire des tonnes. Elle avait un humour vif, un peu sec, une attitude, je te dis les choses comme elles sont. Et d'un coup, elle envoyait des émojis, des points d'exclamation, des messages qui semblaient écrits par une autre. Aujourd'hui c'était génial. Le client a adoré notre pitch. Tellement crevée mais tellement contente. J'ai hâte de tout te raconter. C'était le premier drapeau rouge. Le deuxième? Les appels FaceTime qui n'ont jamais eu lieu. D'habitude, elle m'appelait tous les soirs quand elle partait juste un petit « Salut, ta journée » avant de dormir. Mais là, elle avait toujours une excuse. Oh chérie, le Wi-Fi ici est pourri. On reste sur les textos. Ou, désolé, je viens juste de rentrer dans la chambre, je suis morte. On parle demain. Je me disais de ne pas trop y penser. Les déplacements pro, c'est épuisant. Elle était occupée. Ce n'était rien. Mais cette sensation, ce malaise rampant que quelque chose ne collait pas ne me quittait pas. Et puis, enfin, elle est rentrée. J'ai entendu la voiture arriver dans l'allée avant de la voir. Le ronronnement familier de sa Peugeot 3008 blanche quand elle s'est garée à sa place habituelle. Les phares ont traversé les volets un instant avant qu'elle les éteigne, et je me suis surpris à retenir mon souffle. Puis elle est entrée. Elle avait l'air différente. Pas de manière évidente, pas comme si elle s'était fait couper les cheveux ou porter quelque chose de tape à accent grave-l'œil. Mais il y avait quelque chose dans sa démarche. Dans la façon dont elle flottait dans la maison, légère, avec un sourire si large qu'il semblait presque forcé. « Salut toi », a-t-elle dit en posant sa valise Rimowa près de la porte. Elle a enlevé ses escarpins noirs ceux qu'elle ne met que pour les gros rendez-vous et a sorti son téléphone de son sac Longchamp, à peine un regard pour moi avant de commencer à taper. Je me suis levé de mon fauteuil, en m'étirant comme si je ne l'avais pas attendu, comme si je n'avais pas rafraîchi mes messages les 2 dernières heures. « Long trajet ?» ai-je demandé en la regardant. « PFFF, tu n'imagines pas ?» a-t-elle répondu en riant tout en continuant à pianoter. Ce rire m'a glacé. Ce n'était pas son rire habituel. Pas le vrai, celui qui part du ventre quand je dis une connerie, ni le petit gloussement sarcastique quand elle fait semblant de trouver ça drôle. Non, celui-là était différent. Plus léger. Presque euphorique. Comme si elle était encore sur un nuage. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» ai-je demandé, en gardant un ton détaché. Elle a levé les yeux, clignant des paupières comme si elle avait oublié ma présence. Oh, juste un truc du séjour. L'équipe était hilarante cette semaine. Private joke, tu ne comprendrais pas. Elle l'a dit sur un ton qui se voulait léger, comme si ça ne valait pas la peine d'expliquer.
Mais quelque chose s'est noué dans mes tripes. Je me suis approché, je l'ai prise rapidement dans mes bras. Elle sentait le savon d'hôtel haut de gamme et autre chose, un parfum légèrement musqué, presque inconnu. Je l'ai ignoré. Tu as l'air contente, ai-je dit, en essayant de rester léger. Oui, je crois que oui, a-t-elle répondu en me souriant. Le déplacement était juste, vraiment bien. J'ai l'impression d'avoir assuré, tu sais. Elle s'est dégagée avant que je puisse répondre et a attrapé sa valise. Je vais défaire vite fait, puis je vais m'écrouler. Je suis rincé. Ça aussi, c'était bizarre. Julie ne défaisait jamais tout de suite. D'habitude, elle laissait sa valise près de la porte un jour ou deux, en piochant dedans au fur et à mesure. Mais là, elle était pressée, comme si elle voulait accéder à quelque chose avant moi. Je suis resté dans le salon, à fixer le vide là où elle venait de passer. Et là, j'ai su. Il s'était passé quelque chose pendant ce déplacement. Quelque chose qu'elle ne voulait pas que je sache. Et j'allais découvrir exactement quoi. Julie a disparu dans le couloir, traînant sa valise derrière elle, et j'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Pas un claquement, même pas fort, juste net. Comme si elle ne voulait pas être dérangée. Je suis resté dans le salon une minute, à fixer la télé sans vraiment la voir. Une rediffusion de Plus belle la vie passait, mais je n'y faisais pas attention. Je revoyais encore son rire dans ma tête, ce ton pétillant qui ne lui ressemblait pas du tout. Quelque chose clochait. Je me suis levé, je me suis étiré, et je suis allé vers la cuisine sous prétexte de boire un verre. La cuisine est au bout du couloir, assez près de la chambre pour que, si je faisais silence, j'entende ce qui s'y passait. J'ai pris un verre, je l'ai rempli au distributeur du frigo, et j'ai bu une gorgée. Puis j'ai entendu sa voix. Non, 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 pas maintenant. C'était à peine un murmure, mais ça portait. Il y avait de la panique dedans, cette pointe aiguë de quelqu'un qui réalise qu'il vient de faire une énorme connerie. J'ai reposé mon verre sans bruit. Mon cœur s'est mis à cogner. Je me suis approché de la chambre, pied en chaussettes silencieux sur le parquet. La porte était entr'ouverte d'1 centimètre, juste assez pour voir à l'intérieur. Julie était assise au bord du lit, sa valise ouverte devant elle. Et elle était complètement figée. Ses mains serraient quelque chose, un petit bout de papier, légèrement froissé comme s'il avait été fourré en vitesse dans le sac. Ses doigts le tenaient si fort que j'ai cru qu'il allait se déchirer. Elle ne clignait pas des yeux. Elle restait là, à fixer ce qui était écrit dessus comme si ça avait ruiné sa vie à elle toute seule. Sa respiration était courte, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Je voyais sa poitrine monter et descendre trop vite, comme si elle venait d'apprendre une mauvaise nouvelle au téléphone. Je suis entré. Julie ? Elle a sursauté si fort que le papier lui a échappé et a voltigé sur le lit. Dans un geste paniqué, elle l'a rattrapé et l'a fourré dans sa valise, refermant le couvercle des 2 mains. Putain, Antoine, a-t-elle lâché, une main sur la poitrine. Tu m'as fait peur. Désolé, ai-je dit, les yeux rivés sur la valise. Je ne voulais pas te surprendre. Ça va ? Elle a laissé échapper un petit rire forcé. Oui. Oui, j'ai cru que j'avais perdu quelque chose. Quelque chose d'important, ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Juste des trucs pro, a-t-elle répondu vite. Trop vite. J'ai fait un pas de plus, en l'observant. Elle était encore un peu trop immobile, comme si elle forçait pour paraître normale. La Julie que je connaissais, celle qui avait partagé près de 10 ans de repas, de trajets, de dimanches paresseux avec moi, était beaucoup de choses, mais pas une bonne menteuse. J'ai hoché lentement la tête, appuyé contre le chambranle. Des trucs pro. Oui. Elle a expiré bruyamment, secouant la tête comme pour se sortir de ce qui venait de se passer. Juste une connerie. Je m'en occuperai plus tard. Puis, avant que je puisse ajouter un mot, elle s'est levée, a attrapé sa trousse de toilette et m'a presque bousculé pour filer à la salle de bain. La porte s'est refermée un peu trop vite derrière elle. Et puis le verrou a cliqué. Je suis resté là, à fixer la porte close, l'esprit en ébullition. Elle n'avait jamais verrouillé la salle de bain avant. Pas en toutes ces années de mariage. Même pas quand elle m'en voulait. Ma gorge était sèche. J'ai regardé à nouveau le lit, la valise qui contenait maintenant ce qui avait fait blêmir Julie comme un fantôme. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Le bruit de la douche a envahi la maison,
la pression faisant vibrer les vieux tuyaux. Julie prenait toujours de longues douches après un déplacement où elle disait que ça l'aidait à se réinitialiser, après un long trajet ou un vol. Mais je savais que ce n'était pas juste pour se laver. Elle se cachait. Je suis resté dans la chambre, à fixer sa valise. Elle était là, fermée hermétiquement, exactement là où elle l'avait laissée. Je n'étais pas le genre de mec à fouiller les affaires de ma femme. En près de 10 ans de mariage, je n'en avais jamais eu de raison. Mais je n'étais pas idiot non plus. Cette expression sur son visage quand elle a lu ce papier, la façon dont elle s'est figée, dont elle a réagi quand je suis entré, quelque chose n'allait pas. Et j'en avais fini d'ignorer cette sensation dans mes tripes. Je me suis assis au bord du lit, j'ai hésité une demi-seconde, puis j'ai ouvert la valise. Elle était rangée avec soin, Julie était toujours très ordonnée. Ses jeans pliés, 2 pulls, les produits de toilette format voyage dans la pochette latérale. J'ai tout fouillé avec précaution, sans vouloir laisser de traces. Puis, à mi-chemin, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Coincé entre 2 jeans, sous un cardigan gris plié, il y avait une petite boîte cadeau. Mon estomac s'est noué. Elle était emballée dans du papier argenté, noué d'un fin ruban noir. Élégante. Soignée. Ce n'était pas un souvenir acheté à la va-vite à l'aéroport, et sûrement pas quelque chose qu'elle avait pris pour moi ou j'aurais su si elle préparait une surprise. Je l'ai sortie délicatement, en la tournant entre mes mains. Pas de ticket. Pas de nom de magasin. Juste l'emballage, précis et parfait. J'ai tiré sur le ruban. Il s'est défait facilement, le nœud glissant comme s'il avait été noué avec soin. J'ai déchiré le papier argenté et soulevé le couvercle. À l'intérieur, niché dans du papier de soie blanc délicat, un ensemble de lingerie rouge en soie. J'ai cligné des yeux, le souffle coupé. C'était neuf. Les étiquettes étaient encore attachées. Mais ce qui m'a frappé plus que tout, c'était le style. Ce n'était rien de ce que Julie possédait. Plus osé. Plus provoquant. Pas le genre qu'elle portait avec moi. Et puis j'ai vu le mot. Glissé sous la dentelle, plié avec soin comme un secret. Je l'ai pris, les doigts soudain mal assurés. 3 mots. Pour la prochaine fois. La pièce a basculé. J'ai serré le papier si fort que mes jointures ont blanchi. Les mots se sont brouillés un instant tandis que mon pouls cognait dans mes oreilles. Pour la prochaine fois. Pas notre prochaine fois. Pas un cadeau pour moi. Pour la prochaine fois. Pour quelqu'un d'autre. La douche coulait encore quand je suis sorti de la chambre. La vapeur s'échappait sous la porte, épaisse et lourde. Julie n'était pas pressée. Elle ne l'était jamais après un déplacement. D'habitude, je n'y aurais pas prêté attention. Mais ce soir, je savais. Elle ne se détendait pas. Elle gagnait du temps. Je suis descendu dans le couloir, l'esprit en vrac. Ce mot dans sa valise, pour la prochaine fois, tournait en boucle dans ma tête comme une mauvaise chanson. Les mots ne me lâchaient pas, et aucune des explications que j'essayais de trouver n'avait de sens. Je suis entré dans le garage et j'ai refermé la porte derrière moi. La lumière au plafond s'est allumée en clignotant, éclairant faiblement l'espace. Mon Renault Coléo était garé à sa place habituelle. La Peugeot 3008 blanche de Julie était à côté, couverte d'une fine couche de poussière, avec quelques traces sur la poignée comme si elle l'avait ouverte en vitesse. J'ai atteint la porte conducteur et je l'ai ouverte. Le parfum Chanel qu'elle portait toujours flottait à l'intérieur, mais quelque chose d'autre s'y mêlait. Quelque chose de léger, presque clinique. Désodorisant d'hôtel. J'ai chassé cette pensée et j'ai appuyé sur le bouton Start. Le tableau de bord s'est illuminé, l'écran central brillant dans la pénombre. L'icône Bluetooth clignotait, cherchant son téléphone. Je l'ai ignoré et j'ai tapé sur le bouton navigation. Une liste de destinations récentes est apparue. Mon estomac s'est serré. Domicile. Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Ça collait. Elle avait pris l'avion de là pour le congrès. Hôtel Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu. J'ai froncé les sourcils. Julie n'avait jamais parlé d'un arrêt après son vol. Elle était censée atterrir à 17h15, récupérer sa valise et rentrer directement. Elle m'avait même envoyé un SMS depuis l'aéroport. Juste atterri. Je rentre direct. Mais le GPS racontait une autre histoire. J'ai tapé sur l'entrée Hôtel Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu, et les détails sont apparus.
18h02 arrivée à l'hôtel Intercontinental Lyon Hôtel Dieu. 22h30 au départ vers domicile. J'ai senti mon pouls marteler ma gorge. 4h30. Julie avait atterri, récupéré sa voiture et roulé directement jusqu'à un hôtel. Pas à la maison. Pas pour manger un bout. Pas pour voir une amie dont elle m'aurait parlé. Un hôtel. Et elle y était restée plus de 4 heures. J'ai serré les dents, respirant lentement. Elle avait fait comme si elle rentrait d'un long voyage épuisant. Mais je connaissais la vérité. À 22h30, elle venait juste de quitter l'hôtel Intercontinental Lyon Hôtel Dieu. Ce qui voulait dire que quand elle a franchi notre porte à 23h47, toute pétillante et rayonnante, elle venait de passer les dernières heures quelque part où elle n'aurait pas dû être. Avec quelqu'un avec qui elle n'aurait pas dû être. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai pris une photo de l'écran, en veillant à ce que l'adresse, la date et l'horaire soient bien visibles. Puis j'ai coupé le moteur et je suis resté là dans le noir, agrippant le volant, l'esprit partagé entre rage et incrédulité. Julie avait menti. Et maintenant, j'avais la preuve. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Allongé dans le lit, je fixais le plafond, écoutant la respiration lente et régulière de Julie à côté de moi. Elle s'était endormie presque tout de suite, recroquevillée comme si elle n'avait aucun souci. Pendant ce temps, mon esprit tournait à plein régime, revivant tous les scénarios possibles. J'avais la preuve. Le GPS ne mentait pas. Elle avait atterri à Lyon-Saint-Exupéry, récupéré sa voiture et roulé directement à l'hôtel, où elle était restée 4h30 avant de rentrer. Et puis elle avait franchi la porte, comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas passé les dernières heures avec un autre. J'avais envie de la réveiller là, tout de suite. De lui mettre mon téléphone sous le nez, lui montrer l'historique GPS et exiger une explication. Mais je ne l'ai pas fait. Il me fallait plus. Si je la confrontais maintenant, elle nierait tout. Elle trouverait une excuse, retournerait la situation contre moi. Non, il fallait que je sois malin. Que je sois sûr. Alors j'ai fait un plan. Le lendemain matin, Julie s'est levée d'une humeur inhabituellement joyeuse. Elle fredonnait doucement en s'habillant, se déplaçant dans la chambre avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis des mois. À un moment, elle m'a surpris à la regarder et m'a lancé un grand sourire le même que la veille au soir en rentrant. « Bonjour chérie », a-t-elle dit en attachant ses cheveux en queue de cheval. Je pensais faire des crêpes. Tu en veux? J'ai forcé un petit sourire. Oui, volontiers. Elle m'a embrassé sur la joue, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des semaines et a presque dansé hors de la pièce. Je l'ai regardée partir, la mâchoire serrée. Julie n'était pas bête. Elle devait sentir que quelque chose clochait. Peut-être qu'elle avait remarqué que j'étais distant la veille. Peut-être qu'elle avait vu que je ne la serrais pas aussi fort que d'habitude au coucher. Et maintenant, elle rattrapait le coup. Elle se montrait extra affectueuse, essayant d'aplanir les choses, de m'empêcher de poser trop de questions. Il fallait que j'agisse vite. Plus tard dans la matinée, après le départ de Julie au travail, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai sorti mon téléphone. Je n'avais jamais fait ça avant. Je ne savais pas par où commencer. Mais après quelques recherches, un nom a retenu mon attention. Marc Dubois, enquête privée. Son site était simple, rien de clinquant, juste une page propre avec un numéro de téléphone et une liste de services. Enquête sur infidélité tout en haut. J'ai hésité une demi-seconde avant de composer le numéro. Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix rauque réponde. Dubois. J'ai dégluti. Bonjour. Je voudrais parler à quelqu'un pour engager un détective privé. Un court silence. Vous êtes de la région? Oui. Région parisienne. D'accord. Vous êtes libre aujourd'hui pour qu'on se voie? Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite, mais c'était peut-être mieux. Oui, ai-je dit. Dites-moi où. 2 heures plus tard, je me garais sur un petit parking devant un immeuble de bureaux un peu délabré en périphérie de Créteil. L'écriteau sur la porte disait juste « Dubois enquête ». Sans chichi. À l'intérieur, le bureau était aussi spartiate que le site. Un bureau en bois, une armoire à dossier, 2 chaises. Le seul signe de vie était une tasse de café à moitié vide près d'un vieux carnet en cuir. Derrière le bureau était assis un homme qui semblait avoir tout vu. La cinquantaine, costaud, barbe poivre et sel.
Il portait une veste marron ordinaire sur une chemise grise, et quand il a levé les yeux vers moi, son regard était perçant comme s'il pouvait me jauger en une seconde. « Antoine » a-t-il demandé en se levant et en me tendant la main. « Oui » ai-je répondu en la serrant. Sa poigne était ferme. « Asseyez-vous » a-t-il dit en désignant la chaise en face. Je me suis assis. « Racontez-moi ce qui se passe. » J'ai pris une grande inspiration, puis je lui ai tout raconté. Le déplacement pro de Julie à Lyon, son comportement bizarre avant le départ. L'historique GPS tardif qui montrait qu'elle était allée à l'hôtel Intercontinental Lyon au Hôtel Dieu alors qu'elle était censée rentrer directement. Dubois a écouté sans un mot, hochant parfois la tête, les doigts tapotant légèrement le bureau. Quand j'ai fini, il s'est adossé à sa chaise. « Vous avez de bons instincts » a-t-il dit. La plupart des mecs ne remarquent rien tant qu'ils n'ont pas vu de leurs propres yeux. J'ai serré la mâchoire. Je ne veux pas l'accuser sans preuve. Malin, a-t-il répondu. Voilà comment ça marche. Je vais commencer à la suivre où elle va, qui elle voit, ce qu'elle fait quand vous n'êtes pas là. Si elle rencontre quelqu'un, je le saurai. Ça prendra combien de temps? Ça dépend. Si elle est prudente, quelques semaines. Si elle est négligente, peut-être avant. Il a pris un bloc-notes jaune et a commencé à noter. Elle travaille encore au bureau, ou en télétravail? Surtout de la maison, ai-je dit. Mais elle va au bureau 1 ou 2 fois par semaine. Bien. Ça nous donne du mouvement à pister. Il a levé les yeux. Vous pensez qu'elle prépare une autre rencontre? J'ai repensé aux mots dans sa valise. Pour la prochaine fois. Oui, ai-je dit. Je le pense. Dubois a hoché la tête. D'accord. Je commence aujourd'hui. Je vous tiens au courant dès que j'ai quelque chose. Je lui ai tendu une enveloppe avec la compte un montant qui m'a fait mal au ventre, mais ça valait le coup. Avant que je parte, Dubois m'a donné un dernier conseil. Ne la mettez pas sur ses gardes, a-t-il dit. Faites comme d'habitude. Pas de dispute, pas de changement de routine. Dès qu'elle sent que vous savez, elle deviendra prudente. J'ai hoché la tête, en inspirant profondément. Compris. Ce soir-là, je me suis forcé à jouer le jeu. Julie est rentrée joyeuse encore, me demandant comment s'était passée ma journée, m'embrassant comme au premier temps. J'ai souri, répondu calmement, demandé des nouvelles du boulot. Elle gardait la conversation légère, évitant toute mention de son déplacement. Je la sentais m'observer attentivement, comme pour vérifier que je n'agissais pas différemment. Je n'agissais pas différemment. Parce que je savais déjà tout ce qu'il me fallait savoir. Et bientôt, j'allais en savoir encore plus. 4 jours ont passé avant que j'aie des nouvelles de Marc. 4 jours à faire semblant que tout était normal. 4 jours à sourire quand Julie m'embrassait, à hocher la tête quand elle parlait du boulot, à faire comme si je n'attendais pas le coup de massue. Ça me tuait. Je savais que quelque chose allait arriver. Je le sentais dans mes tripes. Mais savoir et voir, c'est différent. Quand Marc a enfin appelé, sa voix était monocorde. J'ai du nouveau. Rendez-vous au café de la gare dans 1 heure. C'était tout. Pas de bavardage, pas de réconfort. Juste les faits. Je ne me souviens presque pas du trajet. Je devais être au volant, parce qu'à 18h pile, je me garais sur le parking du café de la gare, un petit bistrot populaire dans le quartier de Bercy à Paris. L'endroit sentait toujours le café et le croissant, quelle que soit l'heure. Marc était déjà là, assis dans un box au fond. Un épais dossier Kraft était posé sur la table devant lui, à côté d'une tasse de café à moitié vide. Il a levé les yeux quand je me suis glissé sur la banquette en face. « T'as mangé » a-t-il demandé. J'ai fait non de la tête. « Commande quelque chose » a-t-il dit. « Tu vas en avoir besoin. » Je n'ai pas discuté. Quand la serveuse est passée, j'ai pris un café noir et un croque-monsieur. J'avais l'estomac noué, mais je me suis dit que si je ne mangeais pas maintenant, je ne pourrais plus après. Marc a attendu qu'elle s'éloigne, puis a tapoté le dossier. Voilà ce pourquoi tu m'as engagé. J'ai expiré lentement. D'accord. Il me l'a poussé. J'ai hésité une seconde, puis je l'ai ouvert. La première chose que j'ai vue était une photo floue de Julie assise à un bar, pas juste assise, mais penchée tout près d'un homme que je n'avais jamais vu. Cheveux bruns, visage net, costume bleu marine.
Sa main posée sur le comptoir, à quelques centimètres de la sienne. J'ai tourné la page. Une autre photo. Julie et l'homme en train de rire. Une autre. Sa main à lui dans le bas de son dos. Une autre. Eux deux sortant du bar côte à côte. La photo suivante m'a presque coupé le souffle. Julie et l'homme, se tenant la main. Mes doigts se sont crispés sur le papier. Je me suis forcé à continuer. Il y en avait d'autres. Eux devant un hôtel. Eux dans le hall. Eux au comptoir d'accueil, en train de s'enregistrer ensemble. Ma tête était brûlante. Mon pouls cognait dans mes tempes. C'est qui, ai-je demandé, la voix plus basse que prévu. Il s'appelle Damien Laurent, a répondu Marc. Cadre en finance d'entreprise. Marié, pas d'enfant. D'après ce que j'ai pu voir, il voit ta femme depuis un moment. J'ai dégluti difficilement. Depuis combien de temps? Au moins 2 mois. Peut-être plus. 2 mois. J'ai essayé de me rappeler. Qu'est-ce qui avait changé ces 2 derniers mois? Julie rentrait plus tard du travail. Elle soignait plus son apparence. Il y avait eu quelques courses le week-end qu'elle faisait seule ou des choses qui semblaient normales à l'époque. Toutes les pièces étaient là. Je ne les avais simplement pas assemblées. J'ai regardé à nouveau les photos. Ce n'était pas juste une aventure. C'était quelque chose de plus profond. Marc s'est raclé la gorge. Il y a plus. J'ai levé les yeux. Plus? Il a sorti une confirmation de réservation imprimée du dossier et l'a posée devant moi. Je l'ai fixée. C'était une réservation d'hôtel. L'Intercontinental Lyon au Hôtel Dieu. Un 5 étoiles de luxe. Les dates? Le mois prochain. Un week-end complet vendredi à dimanche. Réservé par Julie. J'ai eu l'impression qu'on m'avait coupé l'air. Elle ne se contentait pas de voir ce type. Elle prévoyait un avenir avec lui. Elle organisait déjà leur prochaine escapade. Marc a soufflé lentement. Je sais que c'est beaucoup. J'ai refermé le dossier, la paume posée dessus. Beaucoup, ça ne couvrait même pas la moitié. J'ai repensé à Julie à la maison, qui faisait comme si tout allait bien. Qui m'embrassait. Qui me souriait. Qui me disait qu'elle m'aimait. Et pendant tout ce temps, elle menait une autre vie en parallèle. J'ai repoussé le dossier vers Marc. Garde-le pour l'instant et fais-moi une copie, ai-je dit. Ma voix était stable, mais pas mes mains. Tu veux que je continue à creuser, a-t-il demandé. J'ai hoché lentement la tête. Oui. Parce que ce n'était pas fini. Loin de là. J'avais retourné la scène 100 fois dans ma tête. Ce que je dirais. Comment je commencerais. Comment je finirais. Mais aucune répétition ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer. Julie était dans la cuisine quand je suis entré, fredonnant doucement en se servant un verre de vin. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle s'est tournée et m'a souri en me voyant. Salut, tu rentres tôt. J'ai tiré une chaise à la table de la salle à manger et je me suis assis. Oui. Il faut qu'on parle. Son sourire s'est légèrement effacé. Une ombre est passée sur son visage, de l'inquiétude, peut-être. Ou de la culpabilité. Elle a reposé son verre et s'est appuyée au plan de travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai observée un instant, me demandant si elle sentait les murs se refermer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Julie a froncé les sourcils. Comment ça? J'ai gardé un ton calme. Quelque chose à confesser? Elle a laissé échapper un petit rire nerveux. Antoine, de quoi tu parles? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai sorti le dossier que Marc m'avait donné de ma veste. Je l'ai posé sur la table et je l'ai poussé vers elle. Ouvre-le. Elle a hésité, les doigts au-dessus de la couverture Kraft. Puis, lentement, elle l'a ouvert. La première photo la fixait. Elle et Damien au bar. En train de rire. Penchés l'un vers l'autre. Sa main à lui à quelques centimètres de la sienne. Le visage de Julie a perdu toute couleur. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Elle a tourné la page. D'autres photos. Eux se tenant la main. Sa main à lui dans son dos. Eux entrant ensemble à l'Intercontinental Lyon au Hôtel Dieu. Sa respiration s'est accélérée.
Antoine, ce n'est pas, elle a dégluti. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai soufflé lentement. Alors dis-moi ce que c'est, Julie. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé à côté du dossier. L'écran s'est allumé sur une vidéo. Ça va peut-être t'aider, ai-je dit. J'ai appuyé sur play. Les images étaient floues, mais assez nettes. Caméra du hall de l'hôtel. Julie et Damien, devant la réception. Horodatage dans le coin, 18h08, le jour où elle avait atterri à Lyon. La vidéo continuait. Damien prenant la carte magnétique. Julie le suivant dans l'ascenseur. Puis le pire. Quand les portes de l'ascenseur ont commencé à se fermer, Julie s'est tournée vers lui, souriante. Et il l'a attirée contre lui. Julie a poussé un gémissement, la main sur la bouche. Mon Dieu. J'ai mis pause et je me suis adossé à ma chaise. Tu veux toujours me dire que ce n'est pas ce que je crois. Des larmes ont monté dans ses yeux. Antoine, s'il te plaît. Laisse tomber. Ma voix était plate. Elle a essuyé son visage, les mains tremblantes. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. J'ai serré la mâchoire. Ça ne arrive pas comme ça, Julie. Tu l'as planifié. Tu as réservé un hôtel. Tu m'as menti en face. Elle a secoué la tête avec véhémence. J'étais perdu. Les choses étaient stressantes. Le boulot. Stop. Je l'ai coupé. Ne mets pas ça sur le boulot. Ne mets pas ça sur le stress. Tu as fait un choix. Encore et encore. Elle a pressé ses tempes, respirant fort. Antoine, je t'aime. C'était une erreur. Je te jure, ça ne voulait rien dire. J'ai pris un autre papier dans le dossier et je l'ai lâché devant elle. Sa réservation à l'Intercontinental Lyon Hôtel Dieu. Pour le mois prochain. Pour un week-end romantique. Avec lui. Elle l'a fixé, les lèvres tremblantes. Tu n'as pas juste fait une erreur, Julie, ai-je dit calmement. Tu as fait des projets. Et là, elle s'est effondrée. Elle a laissé échapper un sanglot étouffé, enfouissant son visage dans ses mains. Tout son corps tremblait. Elle marmonnait quelque chose, mais je n'avais plus envie d'écouter. Ça n'avait plus d'importance. J'avais toutes les preuves qu'il me fallait. Le lendemain matin, j'ai déposé la demande de divorce. Julie n'a pas résisté. Elle n'a ni supplié ni discuté. Je crois qu'elle savait que c'était inutile. Elle avait tout réduit en cendres, et il ne restait que des braises. Les premiers jours après la confrontation, elle a quand même essayé. Elle m'a laissé de longs messages vocaux pleins d'émotions. Envoyé des SMS disant qu'elle ne mangeait plus, ne dormait plus. Qu'elle ne savait pas ce qui lui avait pris, qu'elle ne voulait jamais me faire de mal. Que c'était une erreur, un moment de faiblesse, un terrible écart. Je n'ai jamais répondu. Je lui avais déjà donné une chance d'être honnête, et elle m'avait menti en face. Elle avait tout nié jusqu'à ce que les preuves la regardent dans les yeux. Et même là, elle avait essayé de trouver des excuses. J'en avais fini. J'ai fait une valise le jour même et je suis parti dormir à l'Ibis de la Porte d'Orléans. C'était calme, propre, exactement ce dont j'avais besoin, juste un endroit pour respirer. L'idée de partager le même toit que Julie une nuit de plus me donnait la chair de poule. 2 semaines plus tard, j'ai emménagé dans un studio meublé à Montmartre, un quartier un peu au nord du centre de Paris. Le logement était petit, mais c'était à moi. Sans mensonge, sans secret. Juste moi. Et pour la première fois depuis longtemps, ça suffisait. Le truc avec les infidèles, c'est qu'ils croient toujours tout contrôler. Julie devait penser qu'elle pouvait limiter les dégâts, que tant qu'elle se taisait, tout resterait secret. Elle avait tort. 3 semaines après le dépôt de divorce, la femme de Damien a tout découvert. Et elle n'a pas fait dans la discrétion. Je ne sais pas comment elle a appris l'affaire, mais quand elle l'a su, elle a tout balancé publiquement. Elle a posté sur les réseaux. Tout en détail. Capture d'écran. Photo. Date. Tout le bazar. Elle a même tagué Julie, pour que tous ses amis, sa famille, ses collègues voient. Et comme ça, le monde soigneusement bâti de Julie s'est écroulé. Son patron l'a su. Sa famille l'a su. Même certains clients l'ont vu. Julie tenait toujours beaucoup aux apparences à avoir l'air parfaite,
professionnel, irréprochable. Mais il n'y avait pas de retour possible. Son boulot ne l'a pas licencié directement, mais ils l'ont réaffecté, mise sur des projets sans contact avec les gros clients. Sa réputation? En miettes. Les rares amis communs que nous avions ont pris mon parti. Pas parce que je le leur ai demandé, mais parce qu'ils ne pouvaient plus regarder Julie de la même façon. Même sa propre sœur qui était très proche d'elle depuis toujours m'a envoyé un message, je ne comprends pas ce qu'elle a fait. Je suis désolé. Julie a tenté une dernière fois de me contacter, en débarquant en larmes devant la porte de mon studio. Je n'ai même pas ouvert. Je suis juste resté là, à la regarder à travers le Judas pendant qu'elle sanglotait de l'autre côté. Et puis, enfin, elle est partie. Les papiers du divorce ont été signés en 4 mois. C'était propre. Simple. Elle avait ses économies, j'avais les miennes. La seule vraie chose à partager était la voiture où j'ai gardé mon Coléo, elle a gardé sa 3008. Le jour où le divorce a été prononcé, je suis allé boire un verre au comptoir général, un petit bar près du canal Saint-Martin. Pas pour fêter exactement. Juste pour marquer la fin. C'était un mercredi soir, calme, juste quelques personnes au comptoir. Je suis resté là avec une bière, à laisser les choses se poser. J'étais libre. Pas seulement de Julie, mais du doute, de la paranoïa, de cette incertitude qui me rongeait depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais léger. Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un de si tôt. Je ne cherchais pas. Mais la vie a une drôle de façon de fonctionner. Environ 6 mois plus tard, j'étais dans un café à Versailles, juste à l'ouest de Paris. C'était un après-midi d'automne frais, le genre où les feuilles commencent à rougir et l'air sent la pluie. J'avais mon ordi ouvert, à répondre à des mails pros, quand une voix m'a interpellé. « Excusez-moi » a dit quelqu'un. « Ça vous dérange si je m'assieds ici ? Les autres tables sont prises. » J'ai levé les yeux. Elle était magnifique. Pas d'une façon tape à accent grave-l'œil, mais naturelle. Yeux marron chaleureux, cheveux châtains clairs en queue de cheval lâche, et un sourire doux qui m'a allégé la poitrine. « Oui » ai-je dit en me raclant la gorge. « Allez-y. » Elle s'est assise en face, posant sa tasse sur la table. Pendant un moment, on a juste travaillé en silence. Elle avait un carnet ouvert, griffonnant d'une écriture soignée. J'essayais de me concentrer sur mon écran, mais je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder en coin. Finalement, elle m'a surpris et a ri. « Vous n'êtes pas très discret » a-t-elle taquiné. J'ai ri, en me frottant la nuque. « Désolé. Je me demandais juste, vous travaillez sur quoi ? » Des trucs pour mes études, a-t-elle dit en tapotant son carnet. Je prépare le diplôme de psychologue. J'ai haussé un sourcil. Psychologue, hein ? Je vais faire attention à ce que je dis, alors. Elle a souri. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en service. Je ne sais plus combien de temps on a parlé après ça. Mais quand j'ai enfin refermé mon ordi, j'ai hésité. Avant de trop réfléchir, j'ai sorti mon téléphone. Est-ce que je peux, ai-je commencé. Elle a souri. Je me demandais si vous alliez demander. Elle m'a tendu son téléphone, et j'ai entré mon numéro. Elle s'appelait Sophie. Avec le recul, je ne regrette pas ce qui s'est passé avec Julie. Je regrette ce qu'elle est devenue, mais je ne regrette pas que ça se soit terminé. Parce que sinon, je ne me serais pas retrouvé dans ce café à parler avec Sophie. Je n'aurais pas découvert que parfois, les fins ne sont pas juste des fins, ce sont aussi des commencements. Et cette fois, j'étais prêt pour un nouveau départ. Partagez votre avis dans les commentaires, qu'auriez-vous fait différemment lors de cette confrontation ? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».